Bernard de Montréal, février 1984. Dernière conférence publique de Bernard de Montréal après 7 ans. Comme il l'avait déjà annoncé dans le passé, 1984, ça s'arrêtait et ça s'arrête au 2e mois de l'année. Donc, Bernard de Montréal, la première question et la question que tout le monde se pose, pourquoi, Bernard de Montréal, arrêtez-vous vos conférences publiques? J'arrête mes conférences publiques pour un nombre de raisons. Une des premières raisons, c'est que je dois concentrer mon énergie à l'extérieur du pays. Une autre raison, c'est que je dois commencer à détruire l'image de Bernard de Montréal. C'est-à-dire que j'ai construit l'image de Bernard de Montréal, c'est inévitable puisque je suis sur le plan matériel, mais je dois détruire cette image afin de permettre à des gens dans la population ésotérique de la province de découvrir leur propre espace. Quand une personne ou un personnage devient trop en vue dans un domaine quelconque, il prend de l'espace. C'est normal. Le phénomène de la créativité est un phénomène d'expansion. Mais dans le même processus, les individus qui sont alimentés par ce personnage, à un niveau ou à un autre, ont tendance à restreindre leur propre capacité créative et ont tendance à s'accrocher spirituellement ou psychologiquement, philosophiquement, métaphysiquement ou même physiquement à un tel être. Et il est bon que tout homme qui soit dans la vie publique, que ce soit la vie publique ésotérique ou la vie publique d'un autre ordre, se retire à un certain moment pour permettre à l'homme dont il a été un peu pendant un certain temps le mentor, permettre à cet homme d'exprimer soit dans le public, dans son propre petit public ou dans sa vie personnelle, des idées qui lui sont siennes et qu'il cesse graduellement de s'affilier spirituellement, psychologiquement, psychiquement avec un être qui souvent il aime beaucoup, mais qui prend trop de place dans la vie sociale ésotérique d'une province ou d'un pays. Donc, à un certain moment, il faut qu'un personnage se retire et qu'il fasse autre chose. Il ne se retire pas pour se retirer. On ne peut pas se retirer de la vie, mais on peut se retirer des avenues de la vie qui mènent l'homme, petit à petit, en contact avec une multitude d'individus qui ont, comme lui, une sorte de compréhension profonde et plus approfondie et plus grandissante des lois occultes de l'esprit. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle je me retire. Une autre raison, c'est que je dois mettre sur le marché mondial des livres. Je dois mettre une grande quantité de volumes sur le marché mondial dans différentes langues pour permettre aux masses qui ne sont pas près de moi dans les différents pays d'avoir accès à ma pensée afin de leur permettre aussi à ces masses de comprendre les mécanismes profonds de la nouvelle psychologie supramentale qui commence à s'ouvrir sur la Terre et qui se développera au cours des prochaines générations et qui éventuellement mettra l'homme en contact avec des niveaux de conscience et de performance psychique de très haute valeur. Donc, ce que je dis dans la province de Québec dans un certain langage, souvent un peu brutal, un peu coloré, devra être rendu dans un langage plus mondial, plus interdisciplinaire, afin de permettre à d'autres nations d'absorber un peu l'idée choc de ma conscience. Une autre raison, c'est que je suis aussi à la recherche, non pas de la paix, parce que j'ai la paix, mais à la recherche de la quiétude. J'ai besoin d'une quiétude, c'est-à-dire j'ai besoin de m'éloigner du public, j'ai besoin de m'éloigner de ce qui est planétaire pour me retrouver dans une conscience un peu plus près de ma propre solitude que j'aime beaucoup et à laquelle je voue toute mon activité interne. Donc ça, c'est normal. Et pour écrire, naturellement, dans mon cas, il faut que la vie soit très, très rangée autour de moi. Il faut qu'elle soit très plate, dans une expression canadienne.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'action autour de moi pour que je puisse concentrer. Et ce sont des raisons valables que je puis annoncer en public, pour lesquelles je sors du public. Et il y a d'autres raisons que je ne peux pas annoncer en public. Il y en a malgré tout une, et la première que vous avez mentionnée, que vous avez des activités en dehors du pays. Et vous savez que lors d'une ancienne conférence que vous avez déjà donnée, vous avez dit, le jour où je me retirerai, vous comprendrez qu'il y a des événements qui doivent arriver. Et la panique s'est déjà installée auprès de certaines personnes qui communiquent à Orandia disant, est-ce que parce que Bernard arrête, ça veut dire qu'il va arriver des événements? Parce qu'il l'avait déjà dit dans une cassette, dans une conférence des temps passés. Et vous nous annoncez que vous quitterez le pays ou que vous aurez des activités à l'extérieur du pays, ce qui ajouterait encore à l'angoisse ou en tout cas aux éléments. Je vais vous dire une chose. Si les gens qui écoutent mes conférences depuis des années comprennent le fond de ma pensée, ces gens comprendront qu'il est très important pour l'homme de ne pas s'occuper de la forme de la parole. Il est très important pour l'homme de ne pas s'occuper des interprétations psychologiques qu'il puisse faire d'une parole venant soit de moi ou soit des autres. Je ne suis pas, moi, le nombril du monde. Donc, je ne suis pas, moi, le nombril du monde. Et si je ne suis pas le nombril du monde, ceci veut dire que ma vie est là son extension, la vôtre est là la sienne, et vous devez vivre votre vie non pas en fonction de la mienne. Donc, même si je me retire et que j'ai des choses à faire, il ne faut pas que l'homme se laisse tenter par l'interprétation de mon mouvement pour créer dans sa propre vie de l'angoisse. Ce ne serait pas intelligent. Il y a une chose que je veux dire avant de l'oublier, c'est quelle que soit l'interprétation, quelle que soit l'opinion publique, personnelle, que vous puissiez avoir des extravagances de Richard Glenn, n'oubliez jamais que cet homme a fait plus pour la province de Québec dans le domaine de l'ésotérisme qu'aucun maître n'a fait. Cet homme a amené dans la province de Québec une pensée neuve par le biais de son activité. Il a amené dans la province de Québec des êtres, des gens qui ont une certaine vibration. Et il a permis que dans la province de Québec, moi-même, j'apporte ce que j'avais à dire. Et si vous voulez conserver dans les années à venir, si vous voulez conserver des hommes comme lui et d'autres, si vous voulez conserver des hommes qui ont quelque chose à dire, qui souvent n'est pas parfaitement dit parce que les hommes sont les hommes, mais des choses qui sont parfaitement dites parce qu'elles viennent de l'esprit dans ces hommes, à ce moment-là, vous devrez apprendre au cours des années que tous ces hommes, tels que Glenn et d'autres, qui se perfectionnent en esprit, doivent être de plus en plus respectés et de plus en plus vus comme des canaux, comme des êtres qui servent à l'évolution de la science ésotérique, de la science de la psychologie, de la science occulte dans le monde, et que nous, les hommes, nous devons apprendre à respecter, sur le plan de l'opinion, ces êtres, quelle que soit la coloration de leur personnalité. Nous avons tendance à penser que l'homme devrait fonctionner d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas le cas. Les hommes fonctionnent selon leur esprit, et leur esprit se sert de leur tempérament et de leur caractère pour créer dans le monde une impression qui sert. Donc, si nous apprenons à respecter les lois de l'esprit, donc les lois de l'intelligence créative, nous apprendrons à respecter les lois de la personnalité, donc nous apprendrons à respecter tous les hommes dans la province de Québec, dans une école ou dans une autre, qui s'occupent de faire venir sur le plan matériel cette pensée créative qu'on appelle la conscience supramentale, que ce soit par une voie directe comme la mienne ou que ce soit par une voie indirecte comme nous retrouvons dans les écoles spirituelles. Donc, avant que nous commencions la conférence et avant que je parte, je dis et je salue Richard Glenn. Après les fleurs, ça va être le pot. Évidemment, je dis merci à Bernard
pour ce qu'ils viennent de dire à mon égard et à l'égard de tous ceux qui sont à la fine pointe de l'ésotérisme. Mais je dois aussi dire merci à Bernard d'avoir accepté un certain samedi matin de venir enfin parler en public, pour une fois à la télévision en noir et blanc, dans un petit studio de Télécable Vidéotron en 1977, je pense. Et depuis ce temps-là, Bernard est monté jusqu'au sommet de la montagne où on retrouve les maîtres de l'ésotérisme. Mais de quelle façon, lorsque Bernard nous quitte, serait-ce l'ascension spirituelle? Il nous quitte quand même. De quelle façon Bernard de Montréal voudrait que son message demeure sans être transformé, car malgré tout, il le sera transformé par les humains? Il est évident que ce que j'ai dit à multiples exemplaires et à multiples reprises sera confondu. Mais il y a des gens dans cette province qui comprennent très bien ce que je dis, des gens qui ont suffisamment d'intelligence pour comprendre ce que je dis et qui sont capables de vulgariser ce que je dis. Et ces gens seront connus dans la province de Québec parce que je ferai de mon mieux pour rendre à ces gens les hommages dont ils sont aussi les porteurs. Mais j'ai laissé dans la province de Québec une banque de mémoire, très vaste banque de mémoire, dont j'ai l'intention encore de renflouer le volume. Et c'est avec le temps. J'ai toujours dit que dans tous les hommes, il y a de l'intelligence, et ce qui empêche un homme de comprendre la pensée universelle d'un homme, c'est le fait qu'il y a chez l'homme de l'ego. C'est le fait qu'il y a chez l'homme de l'orgueil spirituel. C'est le fait qu'il y a chez l'homme un manque d'expérience avec les forces occultes en lui. L'homme ne connaît pas les mécanismes de la force occulte en lui. L'homme ne connaît pas sa conscience. L'homme ne connaît pas son esprit. Il ne connaît pas son âme. Il ne sait pas la relation entre l'âme et l'esprit. Il ne connaît pas les lois du mensonge cosmique. L'homme est un être qui est totalement naïf des lois de la vie. Donc l'homme aujourd'hui est en voie d'évolution. Il est en voie à un développement suffisamment rapide d'une conscience supérieure qu'on appelle le supramental, et l'homme apprendra à travers cette instruction les principes de base de la déformation de l'astralité dans son mental pour la détermination éventuelle du pouvoir de son intelligence sur le plan matériel à travers son mental développé. Donc les hommes n'ont pas à s'inquiéter de la puissance de leur esprit, ils ont simplement à s'inquiéter de la puissance de leur ego. Et si les hommes réalisent ceci, ils verront que dans cette mémoire qu'il y a, ou dans cette réserve très vaste de points de référence qui sont laissés à la masse québécoise, il y a énormément d'informations qui puissent servir à l'homme conscient et à l'homme qui va inexorablement vers sa propre conscience intuitive. Donc il n'y a pas, nous ne pouvons plus perdre. Les hommes de la Terre ne peuvent plus perdre maintenant parce que la conscience supramentale, elle est sur le plan matériel. Et elle commence à se manifester, elle commence à descendre, elle commence à interroger tous les aspects de la forme, tous les aspects de la pensée, de la mémoire de la vieille humanité. Donc l'homme ne peut plus perdre, mais l'homme doit réaliser que le seul obstacle à sa conscience future, c'est son ego. C'est-à-dire le seul obstacle à sa conscience future, ce sont les illusions de son ego dans tous ses aspects possibles et imaginables. C'est ça que l'homme doit comprendre. En plus d'une transformation maladroite de gens honnêtes et intéressés au message de Bernard qu'il nous a laissé, il y aura évidemment des adversaires irréductables contre ce que Bernard de Montréal a dit, a fait et surtout a été. Comment Bernard de Montréal nous prémunir de ces attaques, ou j'irai plus loin? Êtes-vous déjà protégé vis-à-vis des attaques qui vont surgir dans les mois ou dans les années à venir, voulant détruire votre œuvre? Les attaques sont normales. Il est normal que tout ce qui choque, tout ce qui jette une nouvelle clarté et qui enlève les ombres choque. C'est normal. Et tous les hommes qui iront vers la conscience supramentale réaliseront qu'ils sont obligés de faire face à la vieille mémoire de l'humanité. Ils n'ont pas de choix. Ceux qui sont dans une position telle que la mienne n'ont pas à s'inquiéter parce que moi, je suis couvert par ma propre force, ma propre énergie. Et les hommes qui vont vers la conscience aussi sont couverts par leur propre force et leur propre énergie. Mais les hommes doivent réaliser que les attaques
contre le mouvement de cette énergie dans le monde n'est qu'à son début, mais que l'humanité ne peut pas retarder l'évolution. Les peuples ne peuvent pas, les races ne peuvent pas, les nations, les cultures, les mémoires, les histoires, ni les gouvernements ne peuvent retarder l'évolution de l'humanité. Nous sommes en train d'expliquer une nouvelle façon de voir les choses. Nous sommes en train d'expliquer à l'homme qu'il y a une mutation présentement qui se fait dans le monde, que cette mutation, elle est d'ordre psychique et elle se manifeste dans ses aspects les plus ténébreux comme une augmentation et un accroissement de la maladie mentale. Donc, il y a des lois, il y a des principes qui doivent être reconnus par les hommes de bonne volonté dans le monde vis-à-vis cette mutation. Nous essayons d'expliquer cette mutation d'une façon ésotérique parce que aussitôt que nous sortons du classicisme, nous tombons automatiquement dans l'ésotérisme, mais l'homme devra réaliser demain que cette science du supramental n'est pas ésotérique, elle n'est pas occulte, elle est simplement d'un ordre haute, qui la rend ésotérique ou occulte ou hermétique parce qu'elle n'est pas vécue ou reconnue par tous les membres de la communauté humaine. Et ça, c'est normal, il y a un temps. L'évolution de la conscience supramentale fait partie de l'évolution de la 6e race racine et ceci prendra 2500 années. Donc, lorsque l'humanité entre dans un nouveau cycle d'évolution, tel que le nôtre aujourd'hui, il est évident qu'il y a de l'attaque, mais cette attaque durera quelque temps jusqu'à ce que l'homme entre dans le pouvoir de son énergie. Lorsque l'homme sera dans le pouvoir de son énergie, il n'y aura plus d'attaque contre lui parce qu'il n'y aura plus contre lui de pouvoir astral. L'homme sera un intouchable. Et à partir de ce moment-là, l'homme pourra commencer à travailler et à œuvrer dans le monde, à toutes les échelles de la société et dans toutes les avenues de la société et pour le bénéfice général et universel de l'humanité. Vous avez utilisé le pronom « nous, nous, nous ». Qui est Bernard et avec qui Bernard fait-il affaire? Bernard, ce n'est qu'une coque. Bernard, ce n'est qu'une personnalité matérielle. Bernard, ce n'est qu'une façon à nous de parler. Vous savez que la condition humaine d'aujourd'hui, la condition de la conscience humaine est telle que l'homme est incapable de s'apercevoir de sa réalité en dehors de ses sens. Donc, automatiquement, l'homme associe toute manifestation de la réalité à travers les sens comme étant une manifestation de la personnalité qu'il voit. Mais ceci n'est qu'une illusion formelle de l'homme. Il y a dans l'homme des dimensions, il y a dans l'homme des espaces d'énergie qui cultivent l'énergie et qui s'occupent de transposer l'énergie d'un plan à un autre. C'est ce que nous appelons la descente de l'énergie dans la matière. L'homme, le plan, le véhicule, l'aspect matériel n'est que la coque de cette énergie. Il y a beaucoup plus dans l'homme de phénoménalisation de l'énergie sur le plan invisible que dans la matière, que dans le plan matériel. Mais un jour, il doit y avoir une synthèse entre l'invisible et le matériel. Et lorsqu'il y aura synthèse entre le matériel et l'invisible, l'homme sera dans une nouvelle évolution, l'homme sera dans une nouvelle puissance, l'homme sera dans sa lumière. Donc, en attendant, lorsque nous parlons de moi, lorsque nous parlons de Bernard de Montréal, nous ne parlons que d'une personnalité. Ce n'est pas Bernard de Montréal qui est important dans la vie. C'est l'énergie qui passe et qui se décuple et qui se manifeste et qui s'exprime d'une façon qui convient à la capacité à l'être matériel d'absorber la tension vibratoire de cette énergie. Comme Bernard avait prévu qu'en 1984, il cessait de parler en public, est-ce que Bernard peut nous dire ce qui s'en vient dans son destin futur? Après ce temps de recul, de silence, est-ce qu'il y aura un retour de Bernard dans peut-être 4 ans, 5 ans, 10 ans? Oui, il y aura un retour, mais ce ne sera pas un retour de la même façon. Il y a des choses que je ne peux pas dire concernant le retour. Il y aura des retours en tangente, comme j'ai l'intention, dans les années qui viennent, de faire beaucoup de travail pour la communauté homosexuelle de la province de Québec. J'ai l'intention, d'ailleurs c'est un des plans très importants de ma vie, de jeter énormément de lumière sur cette communauté. Une fois que ce sera fait sur cette communauté dans la province de Québec, ensuite les communautés extérieures pourront bénéficier de cette pensée nouvelle vis-à-vis cette communauté d'hommes et de femmes. Je considère que ce travail est très important parce qu'il n'y a jamais eu de maître homosexuel. Je ne veux pas dire que moi je suis homosexuel. Je dis que j'ai la maîtrise de comprendre l'homosexualité, l'état homosexuel, en connaître et en comprendre les aspects occultes comme les aspects sociaux. Donc, je me sers de ma conscience, je me sers de ma fusion pour pénétrer les mystères et les voiles de l'homosexualité, pour bien l'expliquer à ces êtres qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de maître pour leur expliquer. Nous, les êtres qui ont une vie naturelle, dite entre parenthèses naturelle, nous avons des maîtres, nous avons des sources spirituelles.
Mais la communauté homosexuelle n'a pas de ressources spirituelles, elle n'a pas de ressources occultes. Et il faut qu'elle ait ces ressources spirituelles et ces ressources occultes parce que ces hommes et ces femmes ont, sur le plan matériel, une grande expérience à vivre et ils doivent la comprendre parfaitement. Et lorsqu'ils la comprendront parfaitement, l'homme, l'humanité, pourra bénéficier de leur créativité. Donc, nous ne pouvons pas, en tant qu'être qui voit les choses d'une façon universelle, nous ne pouvons pas segmenter notre conscience, nous ne pouvons pas segmenter la connaissance. Nous sommes obligés de regarder dans tous les aspects, dans tous les recoins de l'expérience de l'homme et donner aux minorités le pouvoir et l'avantage de notre science inculte. Et ça, c'est une des choses que je ferai dans les prochaines années. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres mouvements que je ferai, mais celui qui vise à corriger ce qui, depuis des millénaires, a fracturé la conscience de ces gens, qu'on appelle la communauté homosexuelle, doit être corrigé, et ce sera corrigé avec très grand effort de ma part pendant les années qui viennent. Mais Bernard de Montréal, est-ce que c'est justement à cause que la sexualité est taboue dans notre société que vous êtes obligé de vous retirer derrière le voile pour agir sur ce tabou essentiel, la sexualité? La sexualité est taboue, mais moi je m'en fous parce que tout ce qui est tabou, moi j'aime. Donc j'aime expliquer ce qui est tabou, j'aime expliquer pourquoi c'est tabou, j'aime expliquer pourquoi l'homme a été dominé, j'aime expliquer l'ascension du pouvoir, le contrôle du pouvoir, tant par les religions que les gouvernements. Je veux tout expliquer à l'homme, mais d'une façon qui ne froisse personne, mais qui jette simplement de l'intelligence dans la forme. Je ne suis pas intéressé moi je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un homme avec une mission, même si j'ai sur le plan matériel un travail de grande importance à faire. Donc, je me sers de ce que je suis pour jeter de la clarté dans tous les domaines de l'expérience de l'homme, là où l'homme, dans le passé, n'a pas été capable de pénétrer. Et l'homosexualité, c'en est un, pour des raisons, comme vous dites, de tabou, mais aussi pour des raisons psychologiques, et plus loin encore, pour des raisons occultes. Est-ce que ce serait le retour à l'androgyne? Non, ce ne sera pas le retour à l'androgyne, mais ce sera l'explication finale de la raison pour laquelle l'être homosexuel, sur le plan matériel, est incapable de retrouver les origines de sa pensée et incapable de comprendre les origines de son émotion et incapable alors de comprendre et de faire la synthèse de son être. D'où il retire constamment cette solitude, cette tristesse en lui. Il doit faire éclater cette condition. Il ne pourra la faire éclater, cette condition, que lorsqu'il aura compris occultement les lois de son esprit. Tantôt, vous nous avez laissé entendre que c'était au Québec que vous étiez pour faire ce travail par en dessous. Donc, est-ce qu'on peut croire que dans les années à venir, le travail de Bernard de Montréal sera un travail qui se diffusera en partant toujours du Québec? Pas nécessairement. Il y aura certains travaux qui se diffuseront à partir de la province. Il y aura des travaux qui se diffuseront à partir d'autres pays, dans d'autres langues, afin que je ne sois pas reconnu. Plus je serai occulte dans ce que j'ai à dire, autrement dit, plus je créerai de fracas par la parole, plus je me cacherai. Allez-vous vous servir de dauphins pour faire passer des messages, pour fracasser des plans intellectuels, vous servir d'autres humains, les inséminant, les préparant en laboratoire intellectuel, philosophique ou spirituel ou intelligent? Non, pas nécessairement, parce que il y a des choses que moi je peux dire, mais que les hommes ne peuvent pas dire. Il y a des choses que je peux dire parce que, à cause de la fusion. La fusion me permet d'engendrer sur le plan matériel un choc vibratoire par la parole qui automatiquement désengage l'ego sur le plan mental. Il y a des choses que je peux dire avec une très grande facilité qui, chez l'homme, ne peut pas être dites parce qu'elles engagent déjà l'ego sur le plan émotionnel. Donc, je ne peux pas travailler avec des gens pour dire ou faire dire ce que je veux dire. Je dois d'abord le dire pour qu'ensuite d'autres personnes puissent le répéter, si vous voulez, le vulgariser ou l'expliquer. Mais il faut que ce soit dit une fois dans le temps par moi-même, que ce soit directement en conférence, ou que ce soit dans des séminaires comme je donne, ou que ce soit dans des livres, ou que ce soit dans une forme quelconque d'expression. Mais il faut que ça soit dit une fois dans le temps par moi. Une fois que c'est dit, on peut ensuite
pour ceux qui ont la capacité de saisir en dehors de la forme ce que je veux dire, on peut ensuite le ramener, le retravailler et ainsi de suite pour sortir de la forme le plus de jus possible afin que nous puissions, sur le plan humain, comprendre les aspects très très subtils de la pensée cosmique. En attendant que votre premier livre sorte sur le marché, peut-on vous demander de quelle façon vous préparez le livre? Parce que vous savez que pendant plusieurs années, vous avez toujours dit « je me reprendrai bien d'écrire un livre ». Et dans une conférence sur la sexualité, vous avez bien dit justement « je me reprendrai bien d'écrire un livre sur la sexualité ». Et aujourd'hui, vous le faites. De quelle façon vous préparez vos livres? Mais je ne sais pas quelle sorte de livre je vais écrire encore. Il y a un livre que j'ai dans la tête. Mais je connais le livre dans son ensemble, mais je ne connais pas le livre dans sa particularité. Je le connais vibratoirement, le livre. Je connais sa direction, je connais ce qu'il doit faire, je sais pourquoi je l'écris, je connais les couches sociales qu'il va atteindre, je connais sa diffusion mondiale, et ainsi de suite, mais je ne connais pas la particularité du livre. Quand j'écris un livre, je ne suis pas intéressé à savoir ce que je vais écrire. Pour moi, écrire, c'est simplement de la mécanicité. C'est la vibration que j'ai de besoin et c'est à partir de la vibration que j'écris et non à partir de la forme. Donc, si vous me parlez du livre, je peux vous donner le titre du livre, mais pour le contenu, je ne sais pas. Je vais le savoir au fur et à mesure que je vais l'écrire. La particularité jusqu'à date de Bernard de Montréal était le verbe. Et malheur à celui qui s'arrête à la lettre, et il n'y avait pas de lettre attaché à Bernard de Montréal. Il n'y avait que le verbe. Et ce livre que vous préparez, peut-on croire qu'il sera d'abord verbe transcrit par d'autres, des scribes, qui feront un livre intellectuel pour les intellectuels et de la forme de l'écriture, et que Bernard demeurera le verbe? C'est la façon dont j'ai commencé à opérer. Je me suis aperçu que je ne peux pas écrire. Dans mon expérience, je me suis aperçu que je ne peux pas écrire. Je peux parler, mais je ne peux pas écrire. Et la raison pour laquelle je ne peux pas écrire, c'est parce que je n'aime pas écrire. Et comme je n'aime pas écrire, la raison pour laquelle je n'aime pas écrire, c'est parce que quand j'écris, je suis forcé d'écrire d'une certaine façon. Et je n'aime pas ça. Si je pouvais écrire dans une belle forme, ce serait plaisant pour moi. Mais je ne peux pas écrire dans une belle forme. Je peux parler dans une belle forme, mais je ne peux pas écrire dans une belle forme. Et il y a des raisons. Et lorsque j'écris dans une certaine forme, donc je dois passer cette forme à une autre personne, qui la passe à une autre personne. Donc je suis obligé de passer la forme que je crée à une autre personne pour qu'éventuellement il y ait une séparation entre ce que j'écris et moi. Pour que je lise le livre et que je ne reconnaisse pas que c'est moi qui l'ai écrit. Lorsque j'ai le livre devant moi et que je ne reconnais pas que c'est moi qui l'ai écrit, je sais que le livre il est prêt pour le public. Mais si j'écris un livre dont je reconnais le visage et que je sais que c'est moi qui l'ai écrit, ce livre n'est pas pour le public, il est pour un public fermé, qui me comprend, qui me connaît, qui a la vibration. Mais si je vais dans le monde, en français, en anglais, en allemand, en japonais, je dois écrire et je dois me retirer du livre que j'écris, donc je dois avoir des aides interposées qui l'amènent à une certaine vibration, qui lui donnent la forme, qui ont le pouvoir de la forme, qui ont le pouvoir de la concrétisation de la forme, mais qui respectent la vibration, donc l'esprit de la lettre. Et à ce moment-là, je peux lancer le livre dans le monde et je n'ai pas à m'inquiéter des conséquences du livre. Comme un des grands initiés des temps passés avait dit, la lettre passera, mais mes paroles ne passeront point. L'esprit ne peut pas passer. L'esprit est intemporel. L'esprit ne passe jamais. La parole change, la parole passe, mais jamais l'esprit, non. Donc, ces livres qui sortiront sur le marché seront donc transcrits par d'autres. Est-ce qu'ils porteront la signature, livre sur l'homosexualité, Bernard de Montréal? Je ne sais pas, peut-être, certainement certains. J'aimerais, dans certains cas, apporter ma signature à un livre pour donner au livre la force dont il a besoin, la force d'autorité dont il a besoin pour être plus reconnu par ceux qui le liront. De l'autre côté, il y aura des livres qui devront être édités d'une façon anonyme afin de préserver l'origine de l'auteur, ainsi de suite. Selon le cas, si je discute politique, si je commence à faire un ravage dans l'étude psychologique de la politique mondiale, si je commence à étudier la personnalité des nations, si je commence à prêter un peu mon esprit à l'histoire qui viendra dans 20, 25, 30, 40, 50, 60 années, il est évident que je dois cacher un peu l'origine du livre, et je le ferai très bien, et personne ne se doutera que c'est moi qui l'ai écrit.
ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour un homme qui sait ce qu'il fait. Mais quand il ne sait pas ce que les autres font, c'est peut-être trop tard pour lui. Quand il ne sait pas ce que les autres font, à ce moment-là, il est dans un merdier, c'est évident. Mais quand un homme est en fusion avec son intelligence, avec son esprit, il sait ce qui se passe, donc il n'a rien à craindre, parce que déjà ce qui est fait doit être fait et ce qui est fait est déjà écrit. Mais comme l'homme nouveau, dont je représente un aspect, n'est pas un être spirituel, il ne fait jamais rien qui soit détrimental à la conséquence vitale de son harmonie avec le cosmos, ni à la conséquence vitale de son harmonie avec la matière. Donc, quand je fais quelque chose dans le monde, que ce soit au niveau de la politique ou de l'économie ou de l'ésotérisme, je le fais toujours en fonction de mon harmonie avec le monde et non pas en fonction de ma désharmonie avec le monde. Sinon, je perdrais de l'énergie et je ne pourrais pas travailler. Comme on remarque qu'il y aura autour de Bernard donc des dauphins, des gens qui vont parler, que vous allez orienter ou aider. Laissez-moi dire une chose, il y aura des gens, vous savez, moi je ne suis pas une école ésotérique, je ne représente pas une école ésotérique, je n'adhère à aucune école ésotérique, je suis suffisamment ésotérique par moi-même. Et je sais une chose, c'est qu'il y a des gens que je connais qui sont déjà dans leur intelligence, ils m'ont rencontré et nous sommes devenus des amis. Et je ne peux pas d'aucune façon attester devant le public qu'il y a des gens qui me suivent, parce que l'homme de demain ne suivra personne. L'homme de demain n'a pas de maître, donc je ne suis pas un maître pour personne. Mais il y a des gens qui connaissent et qui comprennent ma pensée, parce que déjà ils comprennent leur pensée, et ce sont ces hommes qui demain pourront continuer le travail que moi j'ai commencé. Et je salue ces hommes, parce que ces hommes sont la valeur psychique du talon d'or de la nouvelle humanité. Donc ces gens ont la capacité de comprendre ce qui dans le passé effleurait un peu leur conscience, mais qui n'avait pas été encore enraciné parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de clarté pour expliquer les voiles de l'astral qui ont défait leur ambiguïté, leur insécurité, pour leur donner la certitude de leur intelligence. Donc ces gens, ce sont des gens qui sont totalement autonomes, ce sont des gens qui sont parfaitement dans leur intelligence, ce sont des gens qui au cours des années perfectionneront leur rapport avec leur énergie comme il y en aura d'autres, mais ce sont des gens qui sont totalement indépendants de moi psychologiquement. Comme personnellement, j'en connais quelques-uns, j'ai l'impression que le mois prochain, au lieu de Bernard de Montréal, nous aurons la suite. Mais quel conseil vous pourriez me donner lorsque j'interviewerai à leur tour des gens qui sont dans leur intelligence, qui sont autonomes, comme vous me dites? Quel conseil? Bon, vous savez, quand nous nous sommes rencontrés, je vous ai dit, écoutez, M. Glenn, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Vous pouvez me lancer, vous pouvez... Moi, je suis une sphère, je n'ai pas de coin. Vous pouvez m'utiliser comme vous voulez. Moi, je dois respecter votre rôle. Vous respectez mon rôle. Moi, si je viens devant vous pour être interviewé, c'est parce que j'ai bien voulu le faire. J'ai bien voulu accepter. Donc, si vous avez la sagacité de me mettre dans une situation difficile, c'est à moi d'avoir la sagacité de m'en sortir, ainsi de suite. Donc, nous avons établi un contrat pendant des années qui n'a jamais été vexé dans ces conditions. Et depuis ce temps-là, nous avons travaillé ensemble. J'aimerais faire une parenthèse. Oui. Bernard de Montréal utilisait souvent le terme « mets-moi sous le spot ». En voulant dire, moi j'aime me faire tasser dans le coin parce que c'est là que ça sort. Oui, évidemment, parce que lorsque vous me faites parler, lorsque vous me mettez, comme vous dites, sur le spot, le jus... C'est vous qui le dites, ça. C'est moi, oui, ça va. Alors le jus sort. Ça me forçait de parler et c'était bon. C'était bon. C'est dans ces moments-là, je crois que la salle pouvait réellement vibrer, pouvait sentir qu'il se passait quelque chose. Parce que ça, beaucoup de gens me reprochaient, pensaient que j'étais agressif à votre égard ou que je vous en voulais. Laisse-les donc tranquilles. Non, mais je comprends, D'ailleurs, les amis, il y a des gens que j'ai rencontrés par la suite et souvent je disais, inquiétez-vous pas, laissez faire Glenn. Les gens s'inquiètent toujours pour ma peau. Occupez-vous pas de ma peau. Glenn, il fait son affaire, laissez-lui faire son affaire. Mais les gens, naturellement, il y a des gens qui m'aiment, ainsi de suite, qui me connaissent depuis longtemps, ainsi de suite, qui me trouvent sympathique. Donc, ça leur faisait un petit peu de peine. Mais ça, c'est normal, parce que les gens ont de l'émotion. Mais si les gens avaient connu votre position, et si les gens avaient connu la pensée profonde que j'ai pour vous, cet ombrage, cette tristesse n'aurait pas été. Mais je vous demande, pour les gens qui viendront après moi, qui n'ont pas la suffisance que j'ai, mais qui ont la vibration, je vous demande, par amour pour moi, de les aimer. Et quand je dis de les aimer, je dis de les aimer parce que, vous savez, un homme comme moi qui a beaucoup souffert de l'énergie aime beaucoup l'homme.
Et si je laisse tomber dans le public des larmes, ce n'est pas par émotivité, c'est par amour, c'est parce que j'aime. Et ces gens sont, je les sais, je les connais, et ces gens sont les individus qui demain, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, aideront dans différentes sphères de la société humaine à comprendre des choses qui, demain, seront très importantes pour nous. Nous avons à réapprendre les lois de la vie. Et à travers la conscience supramentale, nous réapprendrons les lois de la vie. Et je vais vous dire qu'au cours des années qui viennent, les lois de la vie seront très, très difficiles parce que la vie de la Terre devient de plus en plus morbide. Donc, l'homme qui vient après moi, qui pourra vulgariser ce que j'ai dit, selon son caractère, sa personnalité, avec ses erreurs, et ainsi de suite, cet homme-là est déjà la mesure en or de son intelligence. Et nous devons aimer ces gens-là. Le problème, vous savez, dans la province de Québec, il y a beaucoup d'ésotérisme. Il y a beaucoup de gens qui font et qui œuvrent à tous les niveaux. Et si les gens dans l'ésotérisme étaient capables de s'unir au lieu de se diviser, nous aurions une province absolument intouchable sur le plan occulte. Si les gens dans la province de Québec, les gens occultes, et je ne parle pas des masses, ou je ne parle pas de ceux qui vont, les convives à la table ésotérique, mais je parle des maîtres, je parle de ceux qui dirigent les écoles. Si ces gens-là étaient capables de se réunir dans une fraternité réellement universelle, dont ils épousent idéalement la forme, nous verrions dans la province de Québec des gens comme lui qui pourraient amener ces êtres-là à une table ronde, et au lieu que nous voyions ou que nous faisions l'expérience de la confrontation, nous ferions l'expérience de la synthèse, de la convergence des idées ésotériques, et nous verrions que dans la province de Québec, il y a des hommes et des femmes qui savent énormément de choses, mais qui ne peuvent pas amener ces choses d'une façon globale et universelle parce qu'il y a trop de conflits entre les personnalités. Et c'est ça qui me chagrine, mais je sais qu'avec le temps, ça changera. C'est pour ça que j'ai dû et j'étais obligé de secouer un peu les couvertes de l'ésotérisme et de l'occultisme afin qu'il y ait un peu de vent pour enlever les bébites. L'ésotérisme, c'est une belle science. La pensée marginale, la nouvelle pensée, appelez ça comme vous voulez, la pensée créative, c'est une belle science. Mais les personnalités doivent apprendre à travailler ensemble. L'homme ésotérique, l'homme nouveau doit apprendre à travailler avec l'homme nouveau. Il doit apprendre à parler avec l'homme nouveau. Parce que c'est par la parole qu'il apprendra ce qu'il sait. Ce n'est pas par la pensée. Et les anciennes structures ésotériques doivent être ramollies, doivent être édifiées, doivent être rajeunies. Sinon, l'ésotérisme se verra mourir. Parce que la parole, la conscience ou la pensée supramentale qui vient dans la province de Québec à travers ma personne détruira tout ce qui ne peut pas résister à sa puissance. Donc, si l'ésotérisme n'est pas suffisamment sain, si l'ésotérisme n'est pas suffisamment flexible comme le roseau dans le vent, il craquera lorsqu'il entrera en confrontation avec ma pensée, parce que je n'ai pas commencé à parler. Donc, lorsque j'aurai parlé, pendant des années, il ne restera plus rien à dire dans l'ésotérisme. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'esprit dans l'ésotérisme et qu'il n'y a que de l'âme, l'ésotérisme mourra et il sera remplacé par une nouvelle conscience, une nouvelle prise de conscience des lois de la vie et des mystères de la vie. Nous devons, les hommes, protéger notre patrimoine. Nous devons être capables de réagir à la forme, à l'astralité en nous pour ne cultiver que notre esprit, puisque c'est notre esprit qui est notre vie, qui est notre vitalité. Et si nous nous laissons prendre dans le piège de la partialité, de la division, du manque d'unanimité, du manque d'universalité, dans un ésotérisme qui est foncièrement fossilisé, nous perdrons. Nous perdrons. Les églises ont perdu parce qu'ils ont perdu l'esprit de la lettre. Et les églises ésotériques occultes perdront parce qu'ils auront perdu l'esprit de la lettre. Que ce soit une église chrétienne, historique, ou que ce soit une église ésotérique occulte, là où il y a organisation des hommes, lorsqu'il y a communauté, s'il n'y a pas de l'esprit qui gère au-dessus et à l'intérieur de la communauté, et qu'il n'y a que de l'esprit, éventuellement toute la communauté s'effondre. L'homme ne peut pas indéfiniment vivre de la philosophie de la lettre. Un jour, l'homme a besoin de s'abreuver à la source intarissable de l'esprit, et cette source, elle fait partie de son intelligence. Elle ne peut plus être arrêtée. Et dans le nouveau cycle qui vient, l'homme devra faire éclater la forme. Ça fait partie de l'éclatement de la forme, la nouvelle évolution. Tous les mots, le mot espace, le mot temps, le mot feu, le mot esprit, le mot Dieu, le mot magnétisme, le mot occulte,
le mot espace-temps, le mot astral, le mot mental, le mot causal, tous les mots, le mot cause et effet, le mot vie, tous les mots demain devront éclater dans leur forme lorsque l'homme regardera ces mots, ces formes avec le pouvoir de son écran mental nouveau, c'est-à-dire sa conscience mentale supérieure. Et je sais ce que je dis, c'est ce que je fais depuis des années, et après moi, il y en aura d'autres. Et lorsqu'il y en aura trop qui feront éclater la forme, il n'y aura plus de forme qui pourra soutenir psychologiquement l'homme, donc l'ésotérisme fossilisé mourra comme les anciennes formes sont mortes. Les lois de la vie sont des lois qui sont inéluctables, ce sont des lois qui sont absolues, ce sont des lois qui ne reculent pas devant l'ego, ce sont des lois qui ne reculent pas devant l'incapacité à l'homme de retrancher parfaitement derrière le voile de son insécurité pour se retrouver nu devant l'absolue certitude de sa conscience supramentale. Donc nous avançons dans un nouvel âge, l'âge qui a été prédit, qui a été vu, qui a été pressenti par des poètes, par des psychiques, par des médiums, par des gens de toutes les sortes. Cet âge, il vient. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre à travers la mutation psychologique de l'humanité. Et demain, nous le vivrons à travers la mutation psychique de certains individus. Et ce sont ces individus qui, demain, auront le pouvoir d'entrer en contact avec des espaces parallèles. Et lorsque l'homme entrera en contact avec des espaces-temps parallèles, ce sera la fin de notre civilisation. Donc, nous devons retirer aujourd'hui de ce qui est ésotérique dans la province de Québec la fleur. Nous devons retirer l'esprit. Et s'il y a dans la province de Québec des êtres qui sont supposément des maîtres, mais qui n'ont pas l'esprit réellement universel de leur esprit, s'ils n'ont pas l'esprit réellement universel de l'esprit, s'ils ne sont pas dans l'esprit de l'universalité, ces êtres seront vus demain comme étant des fourvoyeurs de l'homme, parce que ceux qui viennent après moi verront très clair, et ceux qui viennent après moi auront la capacité de faire éclater la forme. Nous ne pouvons plus être joué. L'homme ne peut plus être exploité. Dans le passé, nous avons été exploités pour des raisons d'évolution. Nous avons été exploités par l'homme. L'homme a exploité l'homme pour l'évolution de la société. C'était normal. Vient la fin du 20e siècle. Au début, l'homme est exploité spirituellement, occultement, ésotériquement par l'esprit. Viendra le temps demain où l'homme ne sera plus exploité ni par la société de l'homme, ni par l'esprit dans l'homme. À ce moment-là, l'homme aura compris les lois de l'esprit et l'homme aura réduit l'esprit à son pouvoir. Donc l'homme sera dans le pouvoir de l'esprit. Et contrairement à ce que l'homme pensait pendant des siècles, où il s'était agenouillé devant l'esprit, ce ne sera plus l'homme qui s'agenouillera devant l'esprit demain, c'est l'esprit qui s'agenouillera devant l'homme, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui entrera dans le mental, l'astral, le vital et le physique de l'homme, et donnera à l'homme le pouvoir de sa lumière. Ça, c'est l'homme nouveau. Donc nous avons énormément de choses à apprendre. Nous avons les ésotéristes, les occultistes, les gens qui travaillent dans les voies un peu fermées de l'humanité. Nous avons énormément de choses à apprendre. Et il n'y a aucun homme sur la terre aujourd'hui qui soit maître ou qui soit avatar, qui a la capacité de dire qu'il sait tout. Nous devons ensemble découvrir. Nous devons ensemble regarder les formes. Nous devons ensemble tuer les anciennes formes qui ne nous servent plus. Nous devons avoir la puissance et la capacité de tuer les formes qui ne nous servent plus. Un homme qui n'est pas capable, ou une société qui n'est pas capable de tuer les formes qui ne le servent plus, est une société qui meurt. C'est une société qui est déjà sclérosée. Donc l'homme doit être capable de voir ce qu'il a de besoin dans la vie. Et il verra ce qu'il a de besoin dans la vie lorsqu'il aura constaté que l'esprit lui a enlevé tout dans la vie. Et que l'âme, déjà dans le passé, l'a vampirisé pendant des siècles pour l'assujettir à une condition psychologique et l'assujettir à une condition de vie éventuelle qui devait la ramener à la mort. Donc l'homme a énormément de choses. Avant que l'homme parle des extraterrestres, avant que l'homme rentre en contact avec les extraterrestres, avant que l'homme sache qu'est-ce que c'est un extraterrestre, avant que l'homme sache qu'est-ce que c'est un ovni, avant que l'homme rentre en contact avec des espaces-temps parallèles, l'homme aura des choses à apprendre et il l'apprendra par la descente de la conscience supramentale sur la Terre. Il l'apprendra par la reconnexion chez lui, la reconnexion avec son énergie et non plus par la domination de son esprit sur son mental. Ça, c'est la troisième phase de l'homme. C'est la phase qui vient après l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme et l'exploitation occulte du mental humain par l'esprit. Nous commençons à parler. Nous commençons à expliquer. Nous commençons à voir clair. L'homme, un jour, doit en arriver à être un être absolument lucide. Et lucide veut dire absolument certain. Et certain veut dire avoir la capacité de désintégrer tous les voiles de l'astral sur son mental. Veut dire ne pas avoir aucune crainte dans son intelligence, c'est-à-dire n'avoir aucune émotion dans son intelligence, afin qu'il puisse comprendre les mystères.
C'est normal que l'homme connaisse les mystères. C'est normal que l'homme voit à travers les mystères. Et c'est normal qu'un jour l'homme réalise que les mystères n'existent pas, que ce sont des voiles qui ont été établis par-dessus son tombeau pour le garder dans la fosse, pour le garder dans la tombe, pour le garder dans la mort. Jamais un livre signé Bernard ne rendrait exactement le verbe de Bernard de la façon dont on vient de le sentir passer. Et Bernard nous dit, je n'ai pas encore parlé. Comment croire que Bernard ne se trompe pas en se retirant derrière le voile pour écrire, alors que Bernard est le Verbe? Je propose une chose à Bernard, comme j'ai proposé un certain samedi matin. Une fois par mois, je rencontre Bernard dans un petit endroit tranquille avec un caméraman, tout ce qu'il faut pour faire un petit message, Verbe de Bernard. Possiblement, nous ferons ceci. Possiblement, nous ferons... Il restera dans sa quiétude. Oui, dans son possiblement, calme, nous ferons une rencontre, un tête-à-tête sur télé, mais pas nécessairement tous les mois. Parce que je dois avoir une certaine liberté de mouvement, et ainsi de suite. Mais je promets au public de continuer à parler. C'est tout ce que je peux faire. Et pour ma part, je promets au public aussi de continuer mon rôle d'être l'outil que Bernard pourra utiliser à son bon vouloir. Alors Bernard, ça fait quand même 7 ans. Il y a des lois cosmiques. Et vous tombez, j'allais dire, presque dans le piège du 7, qui fait que le cycle est terminé. Mais c'est un renouveau. Et comme Bernard a quand même laissé passer son message depuis 7 ans, de quelle façon peut-il se renouveler pour un nouveau cycle? C'est facile de se renouveler, parce qu'il n'y a plus de fin. Une fois que l'homme a passé la limite psychologique de sa conscience, il n'y a plus de fin. Donc, se renouveler, c'est facile parce qu'il n'a qu'à continuer à vivre de cette énergie en lui, de cette vibration. Une fois qu'elle est établie, cette vibration, l'homme n'a plus à s'inquiéter de manquer de possibilités créatives. Le plus dur, c'est d'arriver à décrocher cette vibration. Le plus dur, c'est d'arriver à intégrer cette énergie. Mais une fois que c'est fait, l'homme ensuite voit que les portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent. Et ensuite, il n'a qu'à travailler, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à rendre compte sur le plan matériel de ce qu'il sait, de ce qu'il perçoit, de ce qu'il reçoit, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas un problème. C'est peut-être un problème si vous demandez qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je ne vais pas faire. Parce qu'il y a des choses qui doivent demeurer un peu à l'abri de ma propre connaissance. Et ces choses qui doivent demeurer à l'abri de ma propre connaissance, je ne veux pas les connaître, parce que souvent, avant d'arriver à un certain stage, il y a un certain mouvement à vivre, à connaître. Et si je connaissais trop de ce stage final, et que je connaissais trop du mouvement, il y aura en moi peut-être une sorte d'anxiété, une certaine souffrance qui s'établirait. Et je veux me passer de connaître trop de mon avenir. Que je connaisse un peu globalement, oui, mais les détails, ça ne m'intéresse pas tellement, parce que au stage où je suis rendu aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de connaître d'avance les déboires qui peuvent m'arriver, mais déboires qui, naturellement, je franchirai. Alors j'attends. Mais tout ce que je sais, c'est que ça ne peut plus arrêter. La conscience supramentale ne peut plus arrêter. Donc,
que nous n'avons qu'à travailler, nous n'avons qu'à continuer d'une façon ou d'une autre, à travers un ou l'autre, ou à travers d'autres personnes dans le monde interposé. Ma prochaine question est tout à fait désintéressée, sachant bien que le rôle de Bernard est fait, mais pour les gens du peuple qui se disent Bernard va se retirer peut-être avec un petit groupe de personnes choisies, pourquoi n'est-il plus accessible à la masse à tous les mois ou à l'occasion? Pourquoi je ne suis pas accessible? Oui, on dirait que c'est le pape qui s'en va dans son Vatican. Derrière un grand mur, là, dérangez-moi pas. Non, écoutez, il faut être raisonnable. Si les gens étaient à ma place, ils verraient que c'est normal, après un certain temps, de prendre un certain recul pour faire un certain travail dans une certaine condition. C'est normal. C'est parce que les gens ne sont pas à ma place. On voit toujours la personne à travers nos propres lentilles. Et la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Un homme qui est moindrement occupé est obligé de prendre du recul. Donc, dans mon cas, c'est la même chose. Je dois prendre du recul. Je dois d'abord me reposer parce que j'ai énormément travaillé, j'ai énormément souffert, et ainsi de suite. Donc, je dois me reposer. Ça fait tout partie d'un tout. Mais un homme ne peut pas sortir. On ne sort de rien dans la vie. On ne sort de rien. On ne laisse rien derrière soi. Mais on réajuste. On prend une autre position. On prend une autre position. Mais elle est toujours créative. Vous êtes sorti quand même d'une famille humble du Québec et vous avez accédé aux éclats les plus brillants dans le domaine de la pensée moderne. Puis ça s'arrête au moment où ça éclate. Oh non, ça ne s'arrête pas. Si vous saviez ce que je vais écrire, vous verriez que ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas. Alors, dans la deuxième partie de cette dernière rencontre avec Bernard de Montréal, c'est bien entendu de bonne loi de donner l'occasion aux gens qui vous suivent de vous poser des questions, mais par écrit, comme je le faisais savoir au début, et je me ferai l'interprète de votre public, Bernard de Montréal. À tout à l'heure, tout le monde.